Bon alors, bonjour à tous, bonjour Eric, bonjour Fabien. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas. Voilà, c'est un plaisir de vous avoir tous les deux réunis ce soir pour parler de sujets qui sont si passionnants. Donc du coup, le sujet, c'est que finalement, la naturopathie et l'hygiénisme, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apporter sur le point de vue de notre santé et au quotidien de manière générale. Et parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la naturopathie surtout, on entend de plus en plus parler en fait, finalement, mais on ne sait pas bien la définir. Et pour ce qui est de l'hygiénisme, c'est encore moins bien, on va dire, pour pas dire pire. Et c'est vrai que ce sont déjà deux choses bien différentes entre l'hygiénisme et la naturopathie. Donc je rappelle tout vite quand même que la naturopathie, c'est plutôt un ensemble de techniques finalement thérapeutiques qui va viser à améliorer la santé de l'individu par diverses techniques, que ce soit l'alimentation ou l'aromathérapie, la phytothérapie, etc. Voilà, diverses techniques. Et l'hygiénisme, c'est pas une thérapeutique, c'est pas un usage thérapeutique, c'est plutôt un art, une science en fait, de vivre en fait dans le respect des lois naturelles et des besoins vitaux, de l'ensemble de tous les besoins vitaux dont nous avons besoin de manière très large. Et donc voilà, je vais laisser la parole à, je sais pas, peut-être aux plus anciens, peut-être à Eric qui va commencer peut-être par introduire un petit peu le sujet. Alors qu'est-ce que peut nous apporter la naturopathie, Eric? Et l'hygiénisme. Moi, je trouve que tu as fait une bonne définition. Je m'y retrouve. Personnellement, je pense qu'un naturopathe devrait être un hygiéniste en même temps. Mais je me retrouve un peu dans ta définition, c'est-à-dire que l'hygiénisme, c'est plutôt une approche globale de la santé. Comme tu dis, on va essayer d'envisager, si quelqu'un a un trouble de santé, on va essayer de vérifier si tous les facteurs de santé sont respectés. Ça peut être l'alimentation, ça peut être les relations avec les uns et les autres, ça peut être le lieu de vie, ça peut être la qualité de l'air, de l'eau. Voilà, bref, c'est tous les facteurs de santé, tout ce qui peut impacter la santé de près et de loin. Et la naturopathie, alors normalement, la naturopathie devrait intégrer ça, mais ce qui caractérise la naturopathie, c'est qu'un naturopathe, c'est quelqu'un qui a été formé à des biothérapies, ce qui n'est pas forcément le cas d'un hygiéniste. Alors, les biothérapies, c'est bien sûr, il doit maîtriser la nutrition, la micronutrition, mais aussi la phytothérapie, l'aromathérapie, la balnéothérapie, les fleurs de bac, les ceci, les cela. Bon, c'est très vaste. Et moi, je pense que c'est l'ensemble qui devrait être conjugué ensemble pour maximiser les compétences, pour aider au mieux les personnes qui viennent nous voir. Je ne sais pas comment tu définirais, toi, Fabien, la naturopathie et l'hygiénisme, selon toi. L'hygiénisme, je pense qu'on est d'accord tous les trois pour le dire que c'est plutôt un art de vivre, une philosophie de vie, plutôt que des techniques. C'est-à-dire c'est un positionnement déjà de l'esprit et du corps, de se dire je suis de la dynamique de l'expression de la nature s'équilibre, se régule, s'adapte. Et donc, je suis le microcosme d'un macrocosme, et si je me mets au diapason, il y a de fortes chances que je puisse fonctionner correctement et m'adapter et évoluer. La naturopathie, il y a plus le côté interventionniste, avec les 10 techniques que tu as citées, l'aromathérapie, la phytothérapie, la magnétologie, le massage, etc., etc. Donc, on se rapproche peut-être plus d'un aspect mental plutôt que, je dirais, entre guillemets, instinctif et mimétique. Et puis surtout, ça peut laisser place à des dérives, mais je dirais des deux côtés. De la même façon, moi je me définis comme un hygiénisme modéré ou pragmatique. Alors il y en a qui vont dire mou, mais je préfère être mou que dur. C'est-à-dire que par exemple, non, mais c'est dans le sens où il y a certains hygiénistes qui sont extrêmement rigoristes C'est vrai. et qui peuvent se mener eux-mêmes dans le mur et mener les autres aussi dans le mur en disant, eh ben, l'homme est à l'image des grands singes, eh bien ça sera cru et basta, ça sera fruit et basta. Alors que certaines personnes n'auront pas le système digestif pour supporter le cru et peut-être ne vivront pas sous certaines latitudes et n'auront pas des dispositions suffisantes pour ne tolérer que les fruits. Et donc, il y a une différence qui est faite entre les hygiénistes et les hygiéphiles. Et moi, je préfère me classer comme hygiéphile plutôt qu'hygiéniste, parce qu'il y a des catégories, puis il y a des évaluations. Je pense aussi que ces évaluations n'ont pas permis à l'hygiénisme de se développer autant que la naturopathie. Ce que tu disais, Thomas, en introduction, c'est que la naturopathie jouit d'une grande popularité aussi parce elle a pour le coup fortement dévoyé. C'est-à-dire que, comme le disait Eric, moi je suis d'accord à 100% avec ça, et on peut prendre l'exemple de Pierre-Valentin Marchesso, qui s'est appuyé sur l'hygiénisme dès le départ et ensuite a intégré des techniques
douce d'intervention et je dirais presque d'accompagnement. Et aujourd'hui, on a glissé sémantiquement de la naturothérapie orthodoxe vers la naturothérapie, enfin de la naturothérapeutique, c'est-à-dire de la médecine verte, où on va pas parler de terrain comme le fait la naturopathie orthodoxe ou l'hygiénisme, mais on va parler de symptômes, telle huile essentielle, telle fleur de bac, tel massage, et puis on va considérer l'individu plus comme un terrain, mais comme des symptômes un peu disparates, ce que ne fait pas l'hygiénisme, puisque l'hygiénisme s'intéresse à la santé et pas à la maladie, et ce qu'aurait tendance à faire de plus en plus la naturopathie moderne. Donc ça me semble important et je pense que c'est là-dessus qu'on va discourir, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à ces deux branches et on voit beaucoup d'incompréhension. Et encore une fois, pour rattraper l'incompréhension, ça reste la pédagogie et l'information. Merci pour sa grande pédagogie, Fabien. C'est vrai sémantiquement, c'est pas évident de s'y retrouver, ça s'est mêlé, et puis on arrive aujourd'hui à 50, 60, 70 ans d'histoire, et on a du recul pour pouvoir mettre des mots, puis avoir des appuis pour vraiment se positionner, et puis ne pas rester aussi coincé dans un carcan qui pourrait être sclérosant. Et malheureusement, moi je milite pour l'hygiénisme, pour la reconnaissance et la popularisation de l'hygiénisme. On a l'impression que ça va plutôt en se durcissant et puis en se rétrécissant et en s'étouffant quelque part. Et il faudra un second souffle où on soit plus pragmatique, où on tienne compte d'autres facteurs de santé comme les ondes électromagnétiques, comme le stress, qui était un peu mis de côté du temps de Shelton parce que elles n'étaient pas aussi importantes et aussi évaluées. Et aujourd'hui, on est obligé de les remettre sur le devant de la scène. Donc, c'est un peu un hygiénisme 2.0 qu'il faudrait Exactement. Ouais, moi, en tout cas, il y a environ 2-3 semaines, j'avais un échange avec le pharmacien Raphaël Pérez. Et c'est vrai que c'est exactement ce que tu disais qui était l'objet de notre échange. Ce que je crois, c'est que déjà, l'hygiénisme de Shelton, c'était l'hygiénisme de Shelton, c'est-à-dire il y a un siècle en arrière. Comme tu dis, il n'y avait pas les problèmes de carence comme aujourd'hui, il n'y avait pas les problèmes de pollution, et on ne se retrouvait pas avec tant de maladies iatrogènes, de maladies qui sont provoquées par les médicaments, par plein d'actes thérapeutiques. Et donc, aujourd'hui, cet hygiénisme doit tenir compte de ces paramètres. Moi, de temps en temps, je vois, et heureusement, il n'y en a plus beaucoup, mais il y a des hygiénistes que je considère comme rigoureux, qui partent de l'idée que l'hygiénisme considère que le corps doit être toujours capable de remonter la pente, quoi qu'il arrive, si on laisse l'homéostasie s'exprimer. L'homéostasie étant la capacité du corps à réguler des constantes biologiques et à, entre guillemets, s'autoréguler, s'auto-réparer. Ceci dit, si on perd 2-3 litres de sang, ou bien si on est très carencé en nutriments, en oligo-éléments, en corps gras, l'organisme ne pourra pas remonter. Lorsqu'il est carencé de manière fondamentale lorsque les carences sont des carences fondamentales, c'est-à-dire que, par exemple, il y a une très grave carence en nutriments, en acides aminés, en corps gras, en oligo-éléments ou vitamines, l'organisme n'est pas dans son optimum d'homéostasie. Donc, on ne pourra pas attendre de lui des miracles si il est quasiment à l'article de la mort. C'est pour ça, bon, je fais exprès, certes, de présenter un cas un peu caricatural, mais l'idée, c'est que on ne peut pas penser que le corps peut toujours remonter et que de temps en temps, ça peut être utile d'intervenir. Après, c'est juste le problème de se dire quand est-ce qu'on doit intervenir et quand est-ce qu'il ne faut pas intervenir. Alors maintenant, on est d'un côté, on a des hygiénistes un peu trop rigoureux qui disent qu'il ne faut jamais intervenir, et de l'autre côté, on a certains professionnels, plutôt des naturopathes, et il ne faut pas mettre tous les naturopathes dans le même panier parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus modulés, mais il y a une petite frange de naturopathes qui glisse vers le côté un peu facile. Un problème. Je pense qu'on peut être honnête au niveau de l'éval de la formation en disant plus qu'une petite part, une grande part. Bon, moi, je ne l'ai pas calculé. Non, mais sans faire de la polémique, c'est vrai, justement, moi, en tout cas, je prends la responsabilité de dire ça. Je pense que justement, là, aujourd'hui, on va vers une dégradation de la naturopathie.
par le surinterventionnisme et le côté de délaisser le terrain et puis de bombarder de compléments alimentaires. En fait, s'ils le font, c'est parce que c'est beaucoup plus facile. Une consultation, ça prend 1 heure et demie. Donc, on règle ça en 30-35 minutes. En plus de ça, c'est très facile. En fait, ils se comportent un peu comme, je le disais avec Ravel Pérez, comme un peu des médecins allopathes, enfin des allopathes en tout cas, parce qu'ils ne sont pas médecins. C'est-à-dire que, voilà, un symptôme, un complément alimentaire, et on ne corrige pas le terrain, et on arrive à des aberrations. Aujourd'hui, j'entends des choses complètement folles sur Internet, et on voit le résultat, c'est qu'il y en a qui partent vers l'alimentation vivante, qui partent vers la naturopathie, l'hygiénisme, et qui voient leur santé se dégrader, tout simplement parce qu'ils ont eu des conseils de personnes qui n'ont pas tenu compte du terrain, et ils ont dit, bah, allez-y, monsieur, madame, prenez des fruits, sans tenir compte que certains fruits à queue, il y a des personnes qui ne sont pas capables de les oxyder. On n'est pas tous logés à la même enseigne sur la capacité oxydative. Puis il y a ces purges à l'huile de ricin. Puis il y a enfin, je ne vais pas passer en revue toutes les choses que je ne trouve pas justes et qui, à mon avis, vont être contre-productifs et même vont discréditer la naturopathie, l'hygiénisme, parce qu'à un moment donné, on va se rendre compte qu'il y a des gens qui ont dégradé leur santé parce qu'ils ont été mal conseillés. Donc à ce moment-là, ça ne sera pas la naturopathie ni l'hygiénisme qu'il faudra condamner, c'est certaines personnes qui ont, comment je veux dire, abusé ou qui ont été un peu réducteurs dans leur approche, et ça mène contre le mur, c'est tout. Donc moi, je suis content d'ailleurs de te connaître, Fabien, parce que je pense que tu fais partie des gens intègres qui sont rigoureux dans leur travail et qui ne font pas les choses à moitié, qui vont dans le détail, parce que c'est un métier aussi, il faut être un technicien dans le sens qu'il faut savoir s'adapter au terrain, et ça demande beaucoup de nuances, beaucoup de connaissances, et c'est pas juste avoir appris les grandes bases, c'est un métier de connaissances et surtout d'expérience et de pratique. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, Fabien. Ah bah, je suis 100% d'accord. Là, moi, je sais que j'ai enseigné en école de naturopathie pendant plusieurs années, et ce sur quoi j'insistais le plus, c'était l'anamnèse. C'est-à-dire que aujourd'hui, on peut, comme tu dis, on peut connaître les grandes lignes en hygiénisme ou en naturopathie, puis on va dire, bon, voilà, il y a le système endocrinien, le système nerveux, le système digestif, voilà, les 11 sous-systèmes. D'accord, ok. Puis on a des réponses, on a des facteurs de compréhension, et si on n'est pas trop bête, on saisit un petit peu les nuances. Par contre, déterminer un terrain et déterminer le caractère psychologique d'un individu, ça se fait, je pense qu'il y a une part d'inné, et puis après, il y a beaucoup d'apprentissage et d'expérience, et surtout, il faut être motivé et curieux de l'humain. Et ça, quand tu parlais de gens, des carences fondamentales, il y a aussi quelque chose qui est fondamental, c'est le système nerveux, le système endocrinien. Aujourd'hui, on voit des gens qui sont complètement crachés, ce qu'on appelle burn-out, nervous breakdown, fatigue chronique, ce qu'on veut. Et ces gens-là, si on leur fait pratiquer l'hygiénisme intégral dès le début, on les amène au cimetière et pas à la pleine santé. Et donc ça demande une petite finesse, et d'autant plus qu'il y a certaines personnes qui peuvent être dans le déni, puis que vous leur dites ça va, oui, ça va bien, et puis vous avez de l'énergie, oui, mais il fonctionne avec le café, il fonctionne avec le maca, il fonctionne avec la rhodiola, avec la cigarette, ou enfin du sucre, des stimulants. A priori, il fonctionne, mais si on enlève les stimulants, il ne se lève pas du lit. Et donc ça demande une grande expérience pour ne pas mettre ces gens-là dans le ravin. Et puis, certaines fois, on va se dire, bon, c'est normal, le temps de s'adapter, puis c'est la détox, puis ci, puis ça, c'est le rééquilibrage, c'est la phase de transition. Ça peut durer des mois, sauf que pendant des mois, on accentue le problème. Et ça, comme tu le dis, on le voit beaucoup, parce que du coup, ces gens-là, en consultation, vont glisser d'un praticien à un autre et vont finir chez des extrémistes comme nous, chez des hygiénistes. Mais c'est un peu ça, hein, l'hygiénisme, c'est un peu les poubelles des gens ambulants, et puis on y va en dernier recours parce que c'est un peu chiant, parce qu'il faut être rigoureux, puisqu'on ne compte pas sur un élément extérieur pour se soigner. Donc quand on va dire à quelqu'un, il faut que vous reposiez, il faut que vous respiriez, il faut que vous marchiez, il faut que vous relaxiez, il faut que vous mangiez de telle façon, il faut que vous ne mangiez plus pendant certains moments, c'est dur, et c'est beaucoup plus dur que de dépenser 50, 60, 70 euros par mois dans des compléments alimentaires. Et surtout, pour impliquer la personne, ça demande beaucoup de pédagogie et d'explication. Et c'est pour ça que pour moi, l'hygiénisme, si on devait revenir à la définition de départ, c'est avant tout un éducateur de santé curieux et passionné, et donc on doit éduquer. Et souvent, il y a des praticiens qui disent
moi je donne des compléments parce que les gens vont pas faire. Mais je dis justement, c'est notre but d'expliquer, de motiver les gens à faire. On est des motivateurs et des éducateurs. On n'est pas autre chose. On n'est pas des guérisseurs. Si on s'appuie sur l'homéostasie et les facteurs de régulation, on sait que c'est le corps qui s'auto-guérit et que nous, on doit simplement motiver la personne, lui donner l'élan, l'impulsion, et c'est ça notre rôle. On doit être, du coup, on doit aimer la vie. Donc c'est cette dynamique-là qu'il faut trouver, mais dans une société de consommation où les maladies sont de plus en plus graves et où les gens, je suppose que vous recevez des mails pareils, là encore ce matin, tous les jours, un cancer stade 4, qu'est-ce que vous feriez? Ça aurait été mieux qu'on échange il y a 2 ans. Là, il faut d'urgence, quand c'est phase terminale, que les médecins disent plus rien. L'hygiénisme, on lui en demande trop. Et aujourd'hui, c'est un peu ça le problème, c'est qu'on prend l'hygiénisme pour une solution curative, alors que pour moi, c'est un mode de vie qui est préventif. Et pour moi, c'est un échec. D'utiliser l'hygiénisme pour la guérison, c'est un échec de compréhension, c'est un échec social global dans lequel on est tous impliqués. Nous n'avons pas réussi à faire passer notre message de prévention. Moi, je pense qu'il y a une chose aussi, c'est que l'hygiénisme ne doit pas être déconnecté de la réalité, et je suis complètement d'accord avec toi. Il y a des gens qui ont une sorte d'idéalisme de l'hygiénisme, comme quoi ça va être un protocole miracle, et que là où la médecine allopathique a échoué, forcément l'hygiénisme, ça va réussir. C'est pas toujours vrai, parce que si vous n'avez plus de vitalité, que vous êtes très intoxiqué, que vos organes sont en dysfonctionnement pathologique très grave, l'hygiénisme ne fera pas de miracle. L'hygiénisme a besoin d'une base minimum pour redémarrer, et puis beaucoup de discipline aussi. Moi, je le vois, les personnes que j'ai eues qui ont eu des résultats spectaculaires, j'en ai eu, il y en a un il y a 10 ans en arrière, il était atteint de maladie de Crohn, sa mère était atteinte de maladie de Crohn depuis 20 ans auparavant. Son médecin lui a dit, moi je vais... c'était une maladie... Il voulait commencer à sectionner, comme ils disent, ils coupent des petits bouts, puis après ils enlèvent tout l'intestin. Donc en fait, à un moment donné, il est venu me voir, et ensuite, à un moment donné, il a une décision à prendre, parce que soit il prenait la décision de se faire opérer, soit il prenait la décision de travailler avec moi. On a travaillé pendant un an, plus d'1 an et demi, et aujourd'hui, ça fait 10 ans, la maladie. Je ne dis pas qu'il est guéri, parce que s'il venait à recommencer ses habitudes délétères d'autrefois, sa maladie, c'est sûr qu'elle reviendrait très vite. Mais depuis 10 ans, il n'a plus aucun problème et il vit très normalement, alors qu'il ne prend plus de médicaments, qu'il n'a pas été opéré, etc. Ce qui est quand même spectaculaire dans une maladie de Crohn, qui est considérée comme des maladies incurables, et il avait atteint un degré important de sa maladie. Et donc, lorsque je vois ça, et que je fais le bilan de tous les conseils que je lui ai donnés, je m'aperçois que, bien sûr que j'ai utilisé un peu des techniques. J'ai utilisé j'ai essayé de freiner le processus inflammatoire, j'ai favorisé, j'ai contré, vous savez, on sait dans toutes les pathologies qu'il y a un stress oxydatif important, donc on essaye de réguler et l'inflammation et le stress oxydatif, qui sont très importants dans ce genre de maladie. Mais après, tout le reste, c'était des conseils de bon sens, d'hygiène de vie. Et bien, le résultat, c'est qu'aujourd'hui, il va très bien, et il a refait sa vie et tout va bien. Alors qu'il était très très mal, il y a 10 ans en arrière, il avait perdu son boulot, il avait perdu sa femme, il est très très mal psychologiquement. Et donc, et d'ailleurs, quand de temps en temps il vient me voir et qu'il me dit « je te remercie Eric », en fait je lui dis c'est 50-50, certes je lui donnais des conseils, mais il a été hyper discipliné. Chaque fois que je lui disais quelque chose, il a suivi les conseils. Ça demande une très grande discipline à la maladie de Crohn, parce que n'importe quoi qu'on mange, de suite il y a des réactions, il y a des diarrhées, des douleurs. Ça a été un peu chaotique les premiers mois, mais aujourd'hui ça fait partie des victoires entre guillemets que j'ai pu rencontrer. Mais déjà il faut être très modeste, c'est toujours 50-50. Et d'ailleurs, quand je dis 50-50, c'est et le patient et le thérapeute. Et en plus de ça, je m'aperçois une chose, c'est que chaque fois que j'ai pu constater de très belles réussites, à chaque fois je suis tombé sur des personnes qui avaient un caractère qui leur permettait ça. Il faut être discipliné, il faut être volontaire. Et ce qui est intéressant, c'est que la guérison ne survient pas de manière miraculeuse, elle intervient souvent avec des personnes qui ont un trait de caractère qui est assez similaire.
des personnes autodidactes qui savent se prendre en main. Et c'est tout le contraire de la médecine allopathique qui dit quoi que vous fassiez, on est là et on vous aide. C'est pour ça que, comme on ne corrige pas la cause, eh bien, de manière récurrente, on retombe dans les mêmes problèmes puisque la cause n'a pas été corrigée. Donc, en fait, lorsque l'hygiénisme peut aider une personne à s'en sortir, c'est parce que la personne, certes, elle a été bien conseillée, mais elle s'est investie. Et si elle ne s'investit pas, il n'y a pas de guérison possible, au moins dans le temps. C'est pour ça que les compléments alimentaires sont une aide, mais ne pourront pas guérir une personne qui ne veut pas s'investir. Exactement, et c'est aussi à recouper avec le fait que dans l'hygiénisme, on retrouve des personnes qui ont des caractères très, très forts, très ancrés, parce que ça demande déjà une résistance par rapport à l'entourage, parce que c'est vrai qu'adapter à un mode de vie, on va dire physiologique ou naturel, eh bien, c'est se mettre en opposition sur tous les fronts par rapport à la société et puis à la pression sociale. Donc déjà, c'est vrai qu'il faut un caractère ou un ras-le-bol, c'est-à-dire d'être au pied du mur et puis de dire là j'ai envoyé demain, j'ai une consultation à 9h30, donc c'était par mail et la personne est très 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 gravement malade. Le pronostic vital est en danger. J'ai fini mon message en disant maintenant il faut que tu sauves ta peau parce que ça en est là. Il y a une tumeur qui prend les 3/4 de l'estomac. Et plus personne ne veut et ne peut plus rien pour lui. Et je dis, en gros, si on se voit, c'est sûr que ça va pas être drôle. Au niveau des recommandations, on va pas dire, ah oui, mais est-ce que je peux un yaourt? Est-ce que je peux encore un petit peu de ci? Est-ce que je peux ça? Non, là, on sauve ça. Au bout d'un moment, on sauve sa peau. Et ce qui est regrettable, c'est qu'on doit le faire de plus en plus souvent, mais la chance qu'on a, c'est que quand on a un peu pignon sur rue avec sa pratique, c'est qu'on va attirer fondamentalement des gens qui vont être dans notre dynamique et qui sont prêts à mouiller la chemise un petit peu. Et moi, je suis très content de l'expression de mon travail parce que je rencontre souvent des gens qui ont le couteau entre les dents et on arrive à faire du bon boulot parce que la demi-mesure ne paye pas. On peut avoir des rémissions temporaires, des améliorations, mais c'est vain. Et tenter de bricoler avec des états pathologiques avancés, c'est trahir presque la personne, quoi. Et trahir son état. Et nous-mêmes, on sait avec l'expérience que la rémission, des fois, peut cacher des symptômes, enfin, des schémas de maladie bien plus graves aussi et bien plus pernicieux. Et c'est vrai que l'hygiénisme peut avoir ce côté un petit peu austère. C'est vrai qu'on peut être un peu donneur de leçons, un peu rigoriste, un petit peu dur. Le problème, c'est que les problèmes de santé deviennent de plus en plus durs. Aujourd'hui, on voit des gens, comme tu le disais, dévitalisés. Et il y en a, faut leur intimer fortement d'arrêter de faire des heures sup, d'arrêter d'essayer d'être conciliant partout, d'arrêter de grignoter et tout, et en gros, de leur demander de ne plus être eux-mêmes temporairement parce que sinon, ils vont à la tombe. L'hygiénisme se bat contre tout ce que la société moderne promeut, donc forcément qu'on est des bizarres. Et donc, c'est de faire comprendre aux gens, c'est le mode de vie qui est bizarre, et tu as utilisé le bon mot, c'est le bon sens. Et aujourd'hui, de dire, oui, mais pourquoi on dit ci, on dit ça, oui, mais à votre avis, est-ce que cette boîte de céréales bourrée de sucre, est-ce que c'est fait pour les humains? Et là, tout de suite, on regarde, ah bon? Ouais, mais tout le monde en mange. Est-ce que pour vous, c'est d'accord? Et là, tout de suite, ça enclenche. Et quand on part sur le bon sens, notre discours d'éducation à la santé, il passe tout de suite mieux. Et je pense que c'est là-dessus qu'on doit, nous, occuper le terrain. C'est parce que là, tout le monde a des informations. Et je pense que c'est le rappel au bon sens. Et la crise sanitaire qu'on traverse depuis 4-5 mois devrait nous le rappeler encore plus que jamais. Voilà, moi, ce que je m'aperçois, et je crois que c'est Thomas l'a dit, je ne sais pas s'il l'a dit au début, c'est que normalement, ces choses-là auraient dû être apprises à l'école primaire. C'est à l'école primaire qu'on devrait développer le bon sens, qu'on devrait connaître le b.a.-ba de l'alimentation, le b.a.-ba de l'hygiène de vie, etc. Et on s'aperçoit qu'on a affaire à des gens qui ne savent rien, en fait. Et qui ne savent rien, c'est-à-dire qu'ils ont été conditionnés par notre société qui nous dit, faites tout ce que vous voulez, mangez tout ce que vous voulez, faites tout ce que vous voulez, ne vous inquiétez pas, il y aura un médecin, il y aura une pilule, il y aura un médicament. Et en fait, alors on peut tomber sur des gens très intelligents, intellectuellement parlant, mais qui sont complètement déconnectés du bon sens, qui
qui ne savent plus que le jour c'est fait pour travailler, la nuit c'est fait pour dormir. Bon, je fais exprès de caricaturer, mais on en est là des fois. C'est-à-dire qu'on est obligé de redonner des choses qui devraient être même pas discutées tellement c'est évident, mais on s'aperçoit qu'on est dans une société qui a tout mis à l'envers et qu'aujourd'hui, avant même de commencer à conseiller, il faut redéfinir les bases parce que voilà, les gens, par exemple, quand on leur explique que grignoter entre les repas, c'est problématique et que ça peut être à l'origine d'énormément de troubles de santé, ils ne comprennent pas parce que on est conditionné que, voilà, après le repas, si un ami arrive, on lui offre un café et puis on est en cours de digestion, c'est pas grave, on trouve la digestion, on reprend et voilà, mais c'est des choses qui ne devraient pas arriver ou exceptionnellement. Et chez beaucoup de gens, c'est récurrent. Et on sait que des troubles digestifs chroniques, c'est la porte ouverte à énormément de troubles de santé. Donc en fait, ces choses-là sont tellement... les fondamentaux ne sont tellement méconnus que quand on commence à tout réexpliquer, il y a certaines personnes qui tombent de haut en se disant « Ouh là là, tout ce que je dois faire ». Mais c'est le minimum qui n'est souvent même pas conscientisé. Je ne sais pas si tu vérifies ça dans ton expérience. Bien sûr, ouais. Bien sûr, c'est vraiment de poser des... Je m'amuse souvent à faire des consultations où je ne fais que poser des questions. C'est-à-dire, par exemple, pourquoi vous venez là? Pour ça. Pourquoi? Je gère mal. Pourquoi, à votre avis? Je ne sais pas trop, mais dites-moi. Ouais, je mange souvent. Et on calcule combien d'aliments. Et sur une journée, on se rend compte qu'on a facilement, la moyenne, c'est entre 30 et 40 aliments différents par jour. Par exemple, une barre de céréales, il y en a tout de suite 7-8, voilà, ce calcul est là. Je dis, à votre avis, est-ce que mettre 40 aliments différents dans une journée, ça peut donner une digestion optimum? Puis là, la personne, elle prend du recul. Non. Et voilà, c'est simplement, est-ce que vous êtes conscient de ce que vous faites? Et avec cette simple question-là, est-ce que vous êtes conscient de ce que vous faites? Est-ce que vous êtes conscient que vous regardez un écran entre 19h et 1h du matin tous les jours, jusqu'à usure? Est-ce que vous êtes conscient que tout après avoir mangé, après avoir digéré, vous remangez? Est-ce que vous êtes conscient que vous êtes assis sur une chaise 8 heures par jour? Est-ce que vous êtes conscient que vous ne faites pas d'activité physique? Est-ce que vous êtes conscient que vous respirez de l'air artificiel climatisé? Est-ce que vous êtes conscient que vous avez beaucoup de peur? Et là, les personnes se disent, ouais, puis là, ils ont un petit coup de déprime, et moi, je laisse un petit peu de déprime, ce petit malaise s'installer pendant la consultation, mais de dire, ça tombe bien, il y a des choses qui sont magnifiques et qui sont gratuites. L'air, l'eau, le mouvement, et bon, les fruits et légumes, il faut payer un peu, mais disons que ça reste accessible. Et là, tout de suite, il y a un rayonnement, puis on se dit, mais c'est tout simple. Oui, c'est tout simple, sauf que, le spectacle vendu par la société, le marketing, la promotion faite du plaisir, de l'hédonisme, a balayé le bon sens et surtout l'écoute. C'est-à-dire que l'individu s'est mis au second plan de lui-même pour mettre un petit peu un ego satisfait par la société de consommation et oublier la notion d'instinct. Et malheureusement, il revient à lui violemment quand vient le diagnostic pour lequel ce qu'on lui vend ne peut plus rien faire. Alors, on a un petit peu le poil à gratter, c'est pour ça qu'on est qualifié aujourd'hui officiellement de dérive sectaire. Alors, évidemment que c'est une société qui marche sur la tête. Et donc, notre discours, nous, c'est de remettre plutôt les gens la tête à l'endroit, puis sur leur corps, puis de leur dire, savez-vous où est votre estomac? Dites pas j'ai mal au ventre, mais dites plutôt j'ai mal au foie, j'ai mal à l'intestin grêle, j'ai mal au pancréas, j'ai des douleurs au côlon descendant, plutôt que j'ai mal au ventre en mettant une zone large. J'ai mal au cou, parce que c'est d'apprendre des choses basiques. Et le pire, c'est que les enfants sont très demandeurs de ça. On apprend en biologie, on apprend l'anatomie de la grenouille ou de la blatte, moi, ce que j'ai appris, mais très peu au final du corps humain fonctionnel. Il y a des moyens très ludiques de le faire. J'avais vu, je ne sais pas si vous avez vu, ça tournait un peu sur les réseaux sociaux. C'était une institutrice qui avait un costume et il y avait un squelette et les organes. Et qui n'a pas envie de savoir de quoi est fait son corps? Si on demande aux enfants de notre génération, un petit peu, même si on a des écarts d'âge un peu larges, le dessin animé La Vie, pourquoi on aimait regarder le dessin animé La Vie? Parce que ça nous expliquait en rêvant, de manière fictionnelle, comment on était constitué, et n'importe qui aime qu'on lui parle de lui. C'est pour ça que les horoscopes marchent bien, même s'ils ne fonctionnent pas. Donc si on arrive à donner des choses véritables, comme lui dire, voilà, tu as des sucs acides, tu as des sucs
alcalin, et puis les deux, il faut qu'ils se combinent comme ça, et puis tu sais, le sommeil, c'est mieux quand c'est comme ça. On peut changer, pour moi, on peut changer fondamentalement l'individu et même une société simplement avec le bon sens. Le bon sens. Tu vois, par exemple, j'ai fait une vidéo il y a une semaine, 10 jours. Je l'ai intitulée stimulant compensé et stimulant non compensé. Les stimulants compensés, on sait que c'est tous les aliments vivants qui nous apportent de l'énergie et qui sont compensés réellement par tous les nutriments qui nous apportent. Et les stimulants non compensés, c'est par exemple le café, des aliments morts, mais qui nous stimulent parce qu'ils provoquent des sécrétions au niveau du pancréas, et tout ça est complètement fallacieux. Et en fait, quand j'ai fait cette vidéo, je me suis aperçu qu'il y a des gens ils m'ont remercié, ils m'ont dit, mais en fait, pour eux, c'est une découverte de savoir que le café est un stimulant qui se fait au détriment de notre propre énergie. Et en fait, on est dans une société où il y a constamment des leurres, des choses. Par exemple, on nous fait croire qu'il suffit d'avoir une alimentation équilibrée, c'est-à-dire toutes les classes alimentaires pour être en bonne santé, sans parler de la qualité. Comme ça, on peut valider les fast-foods. Et voilà, on a des dérives sémantiques, on a un manque de précision au niveau des termes qui permet le flou, et le flou permet des abus de langage et des comportements abusifs derrière. Et c'est pour ça, je suis d'accord avec toi, il faut être précis dans les termes que l'on emploie. Il faut pas user de termes flous, parce que les termes flous, c'est le meilleur moyen qu'ensuite des gens pas très bien intentionnés vont profiter pour rentrer et pour faire croire que la maladie, c'est quelque chose, on n'a pas de chance, ça nous est tombé dessus, alors que c'est des mécanismes qui sont très bien compris, si on veut bien s'en donner la peine, et souvent d'ailleurs la maladie est là pour restaurer l'intégrité, sauf dans les maladies dégénératives comme Alzheimer, Parkinson, mais un rhume, une sinusite, etc., c'est une inflammation aiguë pour restaurer l'intégrité. Et je crois que ces notions basiques, ces notions fondamentales devraient être proposées à tout le monde pour justement qu'il y ait qu'il y ait un vrai débat, qu'il y ait de vraies discussions et qu'il n'y ait pas de discussions biaisées, parce qu'à partir du moment où on a des mauvaises définitions, on ne peut pas parler, on ne parle pas de la même chose. Quand moi je parle de maladie ou de santé à quelqu'un qui a des définitions floues et obsolètes et qui sont orientées par l'industrie pharmaceutique, alors évidemment qu'on va avoir du mal à se comprendre. Et c'est pour ça que si moi je vais en Chine, et ben, je vais apprendre le chinois pour me faire comprendre. Et ben, si je veux me faire comprendre des gens qui viennent me voir, il va falloir redéfinir des mots, il va falloir redéfinir certaines notions santé, maladie, parce qu'autrement on ne pourra pas se comprendre. C'est tout à fait vrai ce que tu dis. C'est pour ça que je parlais vraiment de pédagogie et d'éducation à la santé. On ne peut pas se permettre de donner des recettes ou des menus, puisque la personne, elle va dire, bah, mes problèmes, c'est encore pire. Oui, mais là, tu passes par la détox, je suis encore plus fatigué, il y a ci, il y a ça. Et donc, parler de maladies authentiques, de maladies centrifuges, de maladies centripètes, de maladies crise relais. Et donc, ça demande vraiment une initiation. Et c'est pour ça que l'hygiénisme, c'est plutôt une philosophie, un art de vie dans lequel il faut s'impliquer. On est vraiment acteur, plutôt que d'être passif en disant, bon, bah, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que je jeûne combien de jours? Il faut que je prenne combien de jus? Il faut que je prenne combien de grammes de ma salade pour guérir? En fait, c'est pas ça, et c'est ça qui est compliqué. Parce que nous, on va toujours répondre, ça dépend ou je ne sais pas. Alors que être un bon thérapeute, ce serait justement être très affirmatif et puis dire, bah, vous faites ça pendant tant de temps et ça va fonctionner correctement. C'est un petit peu le... Je dirais que c'est pour ça aussi que l'hygiénisme ne se développe pas. C'est aussi parce que ça demande une très grande implication déjà de connaissances théoriques avant de mettre en pratique. Il y a un préalable, il y a un sas à passer. On se dit, oula, attends, c'est déjà un peu chargé. On me raconte que ce que là j'ai, en gros, c'est pas la fatalité, mais c'est le fruit de mes habitudes, en fait. D'un ensemble de choses. Donc, je suis responsable de ça. Donc, je peux plus accuser Dieu, je peux plus accuser le voisin, je peux plus accuser qui que ce soit. C'est moi, en fait. Mais c'est moi dans toute ma grandeur, c'est-à-dire c'est moi qui peux guérir aussi. Mais et évidemment, c'est compliqué. Là, on le voit, il y a plutôt une grande partie de la population qui est en demande d'assistanat plutôt que de prise en charge.
Et quand on le voit au niveau social, là où on a 5 mois de crise, je pense qu'il n'y a aucun grand média en 5 mois qui n'a parlé ne serait-ce que 10 secondes du système immunitaire et de la capacité de le développer. Et là, on peut se dire que nous, on passe vraiment pour des doudingues en disant que, en parlant de loi de l'Hormèse, en parlant d'homéostasie, toutes ces choses-là. Sauf que j'imagine mal un hygiéniste succomber au virus. Donc, c'est maintenant qu'il faut construire. Pour autant, on se rend compte que c'est beaucoup l'attente de l'extérieur qui prédomine. Donc, c'est à nous de trouver les moyens pédagogiques pour arriver à faire entendre ce discours-là, qui me semble être le seul et unique discours à tenir pour tenter de sauvegarder la vie avec un grand V, pas simplement la vie des humains, mais je dirais l'écosystème dans lesquels on évolue. En fait, si on en est là aujourd'hui, comme moi je ne crois pas trop au hasard, que je pense que les choses n'arrivent jamais vraiment de manière fortuite, on pourrait se demander qui, à un moment donné, a suggéré à la population, et ça s'est fait depuis des lustres, que, bon, on va me dire Pasteur, ceci, cela, mais ce que je veux dire, c'est que petit à petit, on a fait croire à l'être humain qu'il était pauvre, qu'il était la proie d'énormément de dangers, que à chaque instant, il lui arrivait des bricoles. Et donc, d'une certaine manière, on lui a retiré sa puissance, on lui a retiré son libre arbitre. Et comme tu disais aujourd'hui, c'est certaines personnes, certaines instances qui ont le pouvoir de nous apporter la solution, de nous apporter la santé. On peut faire. Alors, l'intérêt, c'est qu'on peut se permettre tout ce que l'on veut et on aura quelqu'un qui va venir nous aider. Ça, c'est en théorie. Dans la réalité, malheureusement, quand on a un cancer, quand on a une maladie grave, et ben, malheureusement, on est confronté à la réalité, on peut plus se mentir, et malheureusement, c'est souvent un peu tard. Mais je pense que la première des choses d'un hygiéniste ou d'une personne qui veut s'autonomiser, c'est justement reprendre son pouvoir. Le corps a un pouvoir fabuleux. D'ailleurs, ça continue, puisque aujourd'hui, il y a l'eugénisme, non pas l'eugénisme, le transhumanisme, qui veut faire croire qu'il n'y a que l'intervention de technologies, de suppléments neurologiques, par des implants, de ceci, cela, qui va rendre heureux l'homme, alors qu'on ne s'est pas du tout intéressé aux réelles capacités d'un être humain. Moi, par exemple, j'ai vu en Angleterre un reportage où les enfants, ils ont moins de 7 ans, ils ont entre 5, 7 et 12 ans, et ils vont à l'école avec les yeux bandés. Eh bien, ils développent ce qu'on appelle le troisième œil, et c'est pas des bêtises, hein. C'est toute une académie, c'est toute une école qui a validé ce projet, et ils sont capables de se déplacer, de lire avec les yeux fermés, et donc en utilisant le soi-disant troisième œil. Pourquoi je parle de ça? C'est parce qu'à force de faire croire aux êtres humains qui n'ont aucune capacité, on va leur faire croire qu'ils vont trouver le salut dans les technologies, dans le transhumanisme, et alors qu'on n'a pas du tout fait le tour de toutes les capacités psychiques et même physiques de l'être humain. Alors voilà, c'est ça, c'est que on nous fait croire qu'on n'est pas grand-chose, on nous fait croire que c'est la science qui va nous rendre heureuse, alors que le corps est c'est pas une mécanique, mais c'est une intelligence en action qui est fabuleuse, mais pour ça, il faut lui donner la possibilité de fonctionner, et il faut arrêter de la polluer, de l'entraver, et là, des fois, on assiste à des miracles. Mais je pense que derrière tout ça, il y a une philosophie qu'il faut revoir, une approche de la vie qu'il faut revoir, et la science, moi j'y crois beaucoup, mais pas cette science omniprésente qui va rendre l'être humain, il sera tout ce qu'on veut, mais plus un être humain, un robot. Je suis très, 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 très heureux de t'entendre aborder ce sujet-là, et j'ai souscrit à 100%. Je pense que tu pointes là l'enjeu de demain, je dirais même d'aujourd'hui. Et en fait, on arrive à un tel climax que un de ces deux mondes devra disparaître, si ce n'est mourir, parce que ce n'est pas possible que ça coexiste.
C'est En ça. fait, je me fais la réflexion depuis quelques semaines, et c'est pour ça que j'ai sorti une vidéo sur l'eugénisme, l'eugénisme hygiéniste, la semaine dernière, où c'était dans cette dynamique-là, parce que vous avez Laurent Alexandre, là, le médecin qui est dans tous les médias, qui lui est un transhumaniste assumé, et puis vous avez d'autres personnes qui sont pour le fait de découvrir et de faire confiance aux lois de la vie et de la nature et du corps humain. Et c'est irréconciliable comme approche. On ne peut pas transiger. On va dire entre la gestation pour autrui, où on vend des ventres, on choisit des spermatozoïdes, on artificialise la vie d'une certaine manière, on choisit la génétique d'un humain, et de l'autre, on essaye de potentialiser cette vie et de la mettre au diapason. C'est irréconciliable et quelque part, le choix de l'humanité est en train de se faire maintenant. Est-ce qu'on bascule d'un côté ou de l'autre? Mais de toute façon, ça ne pourra pas, c'est impossible que ça cohabite. Et cette crise sanitaire, elle nous invite à ça, c'est parce que là, par exemple, moi je l'aborde, je vais enregistrer une vidéo là-dessus. Le masque, là, on est obligé de le porter à partir de la semaine prochaine. C'est déjà le cas, là. C'est déjà le cas. Quand Depuis tu vas lundi. dans les magasins, tu es obligé d'avoir le masque, autrement tu ne rentres pas dans le magasin. D'accord, bon, voilà. Dans Et tous donc, les là, je magasins. me dis, il y a jamais eu, en 5 mois, il n'y a jamais eu aussi peu de décès. Il n'y a jamais eu aussi peu de voyants ouverts, il n'y a jamais eu aussi peu de cas, jamais eu aussi peu de malades. Donc, à partir de quel moment faudra enlever le masque? Moi, c'est ma question. Si on est au bas du bas du bas du bas du bas du bas de la courbe, quand est-ce qu'on enlèvera le masque? Et moi, ma crainte, c'est qu'en fait, on ne l'enlève plus. Et je pense que cette société-là de dire, oulala, vous êtes faible, vous êtes vulnérable, protégez-vous, et surtout ne vous faites pas confiance, attention en parlant truc, etc. Et ça, c'est un vrai enjeu de réflexion. Et je pense que si nous arrivons à l'hiver avec le masque, ça peut être extrêmement problématique d'un point de vue euh, physiologique, sociologique et je dirais même spirituel. Parce que là, c'est un enjeu humain qu'on est en train de vivre. C'est est-ce que je fais confiance à la vie? Est-ce que je travaille pour la vie? Ou est-ce que j'ai peur de la mort et est-ce que je porte un masque au sens propre comme au sens figuré? Et donc là, c'est un enjeu énorme et je pense que nous, hygiénistes, nous avons un devoir énorme de nous positionner comme tu l'as fait là avant en parlant comme tu l'as fait, en disant il y a un choix, il y a beaucoup de découvertes, il y a beaucoup à miser, et c'est quelles informations je vais choisir et de quoi je vais me nourrir, mais je dirais d'un point de vue de l'esprit. Est-ce que je vais me nourrir de peur, d'enthousiasme, de connaissances ou d'utopie biomécanique? J'ai vu une photo passer sur mon groupe que j'ai trouvée très intéressante, même si je ne sais plus exactement comment elle était formulée, mais elle vient de Machiavel, qui apparemment c'était un conseiller d'homme politique, Machiavel, à son époque. Et en substance, il disait que si on voulait maîtriser les êtres, il fallait maîtriser la peur. À partir du moment où on manipule la peur, on manipule les êtres. Mais on peut manipuler les êtres à condition qu'on a affaire. Alors je suis désolé du mot un peu brutal que je vais utiliser parce que ça va vexer les gens, mais il faut juste le remettre dans son contexte parce qu'on l'est tous à un certain degré ignorants. À partir du moment où on ignore certains mécanismes, il est très facile de manipuler. Moi, par exemple, aujourd'hui, avec les connaissances que j'ai en neurochimie, en neurobiologie, etc., si je voulais être malveillant, je pourrais, comme n'importe qui, parce que c'est un savoir que tout le monde ne possède pas, et celui qui le possède a un avantage sur celui qui ne le possède pas. Donc à partir du moment où on a des gens qui font les choses automatiques, eh bien c'est forcément qu'il y a une zone grise qu'on pourrait mettre ignorance de quelque chose. On ignore quelque chose, et donc il y a quelqu'un au-dessus qui, lui, a la connaissance et qui nous dit ben, suivez-moi et je suis votre sauveur. C'est ça qui est dangereux. C'est que, d'ailleurs, pourquoi de plus en plus la société a développé le divertissement? C'est que, grosso modo, c'est quoi la vie d'une personne? Elle se lève, elle va travailler, elle s'occupe de se nourrir, de s'occuper des enfants, de tout ce qui est obligatoire, et le temps libre qui pourrait être utilisé pour la réflexion, pour grandir, eh bien, on l'utilise pour les loisirs, pour le divertissement. Et à force d'être comme ça, il ne faut pas s'étonner que certaines personnes aient pris de l'avance sur un certain savoir et ensuite font de nous ce qu'ils veulent. Alors moi, je ne vais pas rentrer dans les polémiques du masque parce que ça
c'est un sujet qui évidemment va faire rentrer énormément, et puis c'est pas le moment aujourd'hui, parce que dans ce cas-là, on prend une heure et demie, on parle que de ça, mais ce que je veux dire, c'est que l'ignorance, et on est tous ignorants à un certain niveau, moi le premier, mais l'ignorance, c'est le meilleur moyen de donner, quand on est ignorant, on donne son libre arbitre à qui? Et un mot qui est souvent mis en avant dans les plateaux de télévision, à des experts. Mais les soi-disant experts, ils sont experts en quoi? Et est-ce qu'il n'y a pas des intérêts? Est-ce qu'on ne peut pas manipuler des experts? C'est tout. Moi, je ne rentre pas dans le débat du masque, mais je suggère aux gens de réfléchir à tous les enjeux qu'il y a derrière le fait qu'on est obligé de s'en remettre à des experts. Est-ce que les experts peuvent être soumis à qu'on appelle ça des conflits d'intérêts? Et à ce moment-là, qui mène la danse et dans quelle direction? C'est juste ça que je souhaite suggérer à tout le monde. Et je ne rentre même pas dans le problème du masque, qui évidemment est un fait d'actualité très important, mais c'est juste la compréhension mentale que je souhaite suggérer. Et quand on a cette ouverture d'esprit, tout peut commencer à s'éclaircir. Voilà, mon point de vue. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses. C'est l'histoire de qui parle et au nom de quoi et pour quel intérêt. Voilà. Et en fait, quand on parlait de bon sens, c'est de dire le professeur Intel, d'accord, qui paye? Pourquoi il dit ça? Et là, de tout de suite, ça retombe. Et là, par exemple, c'est de dire, bah tiens, cette décision-là du masque, parce que ma vidéo, elle va être orientée là-dessus. C'est qu'à un moment donné, en mars, il n'y en a pas besoin. En avril, il est dangereux. En mai, il est conseillé. En juin, il est recommandé. En juillet, il est imposé. Donc, par les mêmes personnes. Hein. Et donc, là, il y a 5 options. Laquelle je choisis? Parce qu'on me dit il faut faire confiance et sinon, amende, dans tous les cas. Donc là, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on doit sentir à l'intérieur? Parce que là, du coup, si on se déplace dans le temps, pour le même objet, pour la même problématique, on a 5 sons de cloche différents. Donc, alors je parle même pas il y en a en quantité, ah ben non, il y en a plus. Il y en a plus, bah là il y a des stocks. Enfin, non, ce masque-là, il est bon. En fait, c'est que des informations contradictoires. Et en effet, comme tu le dis, si on n'a pas la connaissance, on n'est pas libre. Et donc, on est soumis à un aléa. Puis, si on se met dans la peur, bon, bah, dans le doute, je vais faire, et je vais faire encore plus que plus parce que, parce que je ne sais pas, en fait. Et comme tu le dis, s'informer, ça prend du temps. Sauf que la liberté, pour moi, elle n'a pas de prix. Et donc, c'est là où on en revient de manière circulaire. Pour moi, l'hygiéniste a cette responsabilité-là de s'engager, et le naturopathe aussi, de s'engager pour diffuser une partie de savoir ou au moins ramener au bon sens. Même s'il est ignorant, en disant attention, là, simplement, est-ce que ça vous paraît logique et évident? Et pourquoi vous le faites? Et au nom de quoi? Au nom de la peur, au nom du bon sens, au nom du savoir, au nom de l'autorité? Et voilà. Et je pense que si les gens arrivent à démêler cette pelote de laine-là, on avance beaucoup, 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 et on n'est plus dans le mimétisme et dans la suggestion et la servitude quelque part. Et cette discussion que l'on a avec en filigrane l'histoire du coronavirus et des masques, et les enjeux et les mécanismes et les enjeux que ça met en action, c'est exactement ce qui se passe dans un groupe de santé comme le mien ou comme le tien, où tu as des gens qui disent « moi j'ai tel problème de santé, est-ce que vous pouvez m'aider ?» Et tu as 36 000 personnes qui arrivent « faites ceci, faites cela ». Et on voit bien qu'il y a ce jeu de pouvoir. Moi je ne sais pas, et moi je sais. Et comme moi je sais, tu vas m'écouter. Et puis celui qui soi-disant sait, le sachant, si tu amènes dans le mur, c'est à la limite, il ne fallait pas l'écouter. Donc à un moment donné, que ça soit à ce niveau-là, et je le vois constamment, puisque sur mon forum, il y a plein de gens qui posent des questions et d'autres qui donnent des réponses. Je ne dis pas que en soi c'est mauvais, mais on voit bien qu'il y a des jeux de pouvoir qui s'instaurent, et les jeux de pouvoir s'instaurent à partir du moment où il y a des gens qui sont ignorants. Donc c'est à chacun de nous à prendre son petit bâton de pèlerin et aller s'autonomiser, parce qu'autrement, même dans les médecines naturopathiques, hygiénistes, ceci, cela, il y a énormément de déclinaisons.
il y a autant de propositions que de personnes qui va interpréter la naturopathie et l'hygiénisme. Et donc, je vois des gens qui, comme on dit, l'enfer est pavé de gens de bonne intention, et on se retrouve avec des théories complètement tordues, soi-disant, au départ, c'était pour l'alimentation vivante. Moi, je vois des gens qui, par exemple, j'en ai vu une la semaine dernière, qui m'a dit depuis 5 mois que je me suis mis à l'alimentation vivante. Elle a déglingué sa santé. Et je lui dis, qu'est-ce que vous faites? 80% de fruits à queue et 20% de légumes. Donc, elle ne tient pas compte de son terrain. Les conseils ont été complètement inadaptés, déchaussement de dents, déminéralisation. Donc, on voit que, et c'est une histoire de jeu de pouvoir. Il y a quelqu'un qui lui a donné ses conseils et elle s'est mise dans une situation de soumission. Oui, donnez-moi l'absolution, dites-moi ce que je dois faire. Et en fait, que ce soit en naturopathie, en hygiénisme ou en politique, ou c'est à chacun aujourd'hui à aller s'autonomiser, à aller chercher de les connaissances, parce qu'à force d'être tributaire de quelqu'un, eh bien, vous prenez le risque, même peu importe s'il est connu ou pas connu, qui vous envoie contre le mur. Et moi, je vois des gens aujourd'hui que je nommerai pas, qui sont très connus et qui ne donnent pas toujours des meilleurs conseils en fonction de chaque personne. Donc, c'est un avertissement pour les personnes qui nous écoutent que la naturopathie, l'hygiénisme, ce n'est pas forcément la solution pour vous. C'est pas que l'hygiénisme ou la naturopathie soit fondamentalement faux. C'est l'interprétation que vous allez avoir qui ne sera pas forcément la meilleure dans votre situation. Et c'est une mise en garde, là en l'occurrence, parce que c'est notre partie, puisque c'est notre métier, mais c'est d'ailleurs moi, personnellement, je ne suis pas un économiste, je ne suis pas un politique, mais je me suis intéressé aux mécanismes de la politique, de l'économie, etc., pour avoir une certaine autonomie et pour voir, par exemple, me donner une idée, avoir une idée un peu plus précise de qui dirige, pourquoi il dirige, pour quel parti politique. Moi, d'ailleurs, je suis apolitique, mais c'est parce qu'autrement, on est dans un monde de fiction, quoi. C'est un monde de bande dessinée, on n'y comprend rien du tout. On a des acteurs qui sont là pour 4 ans, 5 ans, ils s'en foutent royalement des lois qui passent, ils veulent juste se faire réélire, et ils passent des lois qui sont tout, mais sauf logique, et qui avancent. En fait, ils ont juste une carte, voilà, leur feuille de route, c'est les 5 ans pour lesquels ils sont élus, et on arrive à des situations aberrantes. Mais aujourd'hui, en 2020, on arrive à un moment donné de l'histoire où toutes les logiques arrivent à leur extrémité. Et maintenant, tous les bilans tombent et c'est à chacun, à faire son choix. Et pour faire un bon choix, eh ben, je suis désolé, il faut optimiser sa palette d'ouverture d'esprit, de connaissances. Mais ça demande, que ce soit l'hygiénisme ou que ce soit les choix politiques qu'on l'on fait ou les choix sociétaux que l'on fait, peu importe, ça demande un travail, ça demande une culture, et on ne peut pas faire, à mon avis, l'économie de ça autrement. On est assujetti à des gens qui vont être des experts soi-disant et qui vont prendre votre libre arbitre. Et c'est vrai en politique, en économie, mais en santé. Hein. Je suis 100% d'accord avec ça et je peux que souscrire. Et presque on pourrait finir là-dessus en disant si on ne se responsabilise pas, si on ne s'autonomise pas, ben on délègue sa liberté et Ça. on devient comme une feuille dans le vent, on ne sait pas trop où on va se poser. Donc je pense que c'est une bonne inspiration à laisser de dire ben voilà, chaque espace qu'on n'occupe pas de notre vie, eh bien en fait il est délaissé pour un aléatoire arbitraire extérieur à nous, quoi. Thomas, puisque c'est toi qui as initié ce débat, est-ce que tu pourrais donner la conclusion et qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Bah oui, je pense que je pourrais donner la conclusion, c'est-à-dire qu'en fait, la naturopathie et l'hygiénisme vont peut-être deux choses tout à fait différentes, comme il y a diverses médecines de partout et de tout horizon, et qu'elles sont toutes complémentaires et qu'elles ont toutes à marcher finalement main dans la main, et peut-être qu'il y a trop d'incompréhension au niveau du public parce que on a un manque de pédagogie et de définition sur ce que représentent ces diverses pratiques et l'hygiénisme qui est un art de vivre. Et j'aurais bien voulu laisser
un petit défi découverte de l'hygiénisme parce que la vidéo était vraiment orientée sur qu'est-ce que ça peut nous apporter concrètement. Et j'aimerais terminer en disant que finalement, l'hygiénisme, si on voyait la santé un petit peu comme une roue, hein, sur laquelle il y aurait divers engrenages, 21 engrenages pour être précis, et ben on comprendrait par exemple qu'une roue, pour qu'elle tourne et qu'elle fonctionne avec des engrenages, il faut que tous les engrenages soient fonctionnels. Il faut qu'ils soient bien graissés, qu'ils soient propres, bien travaillés, etc. pour que la roue tourne. Pour la santé, c'est la même chose. S'il y a des engrenages qui dysfonctionnent, eh bien à un moment donné, c'est la santé, c'est l'organisme qui dysfonctionne aussi. Et quand je disais 21, je dis 21 parce que pour moi, aujourd'hui, je vois 21 besoins vitaux qui sont tous aussi essentiels les uns les autres, comme une roue avec des engrenages. Eh ben, on a besoin de tous les engrenages. Et dans les 21, ça me fait penser aussi quelque part aux 21 jours, au cycle de 3 semaines, où quasiment l'entièreté de toutes les cellules de l'organisme ont vu le renouvellement se faire. Et donc, on voit souvent qu'il y a beaucoup de protocoles qui sont mis sur 3 semaines, tester tel protocole pendant 3 semaines, et tenez-le 3 semaines. Parce que on voit que beaucoup des changements peuvent s'opérer quand on les a tenus vraiment 21 jours, parce qu'apparemment, l'organisme tout entier l'a vraiment ressenti, compris et vécu véritablement. Alors moi, je lance ce petit défi finalement à aller regarder chaque jour, pendant 21 jours, l'ensemble des roues de cette santé, dont je vais les citer un par un, si je peux prendre encore juste 2 minutes pour les citer. Et je vais l'afficher aussi à l'écran pour que tout le monde puisse la voir en même temps. Et donc voilà, de s'intéresser tous les jours. On va commencer par exemple par l'alimentation, on a parlé d'alimentation, etc. Se poser des questions. Déjà dans un premier temps, savoir où on en est, se poser la question où je me place par rapport à mon alimentation, avoir un minimum de connaissances par rapport à l'alimentation aussi, toujours en rapport avec le corps. Si on prend la nature, ça va être pareil, une deuxième chose. Si on prend le repos, pareil, se questionner, est-ce que je me repose suffisamment, etc., etc. Et sur tous les plans, comme ça, on va se poser des questions. Chaque jour, on pourra prendre un besoin vital et se poser des questions, savoir où on se trouve par rapport à celui-ci, est-ce qu'on connaît, est-ce qu'on mesure son importance, etc., se renseigner sur celui-ci. Et voilà, je vais citer donc les 21. Donc on passe par l'alimentation, la nature, le repos, la détente, la relaxation, l'environnement, les émotions et le facteur émotionnel, l'harmonisation émotionnelle, les rythmes de vie, le soleil, la chaleur, l'adaptation, le contact et le lien social, l'amour, la gratitude, l'activité et le mouvement, l'eau, la posture, la confiance et l'estime de soi, le sommeil, qui a différencié pour moi du repos, la respiration, l'air, l'énergétique, la spiritualité et le mental, tout ce qu'on va nourrir au niveau du mental. Et je trouve que ce serait sympa, c'est un protocole que je lance, un défi que je lance chaque jour. Voilà, lancez-vous à la découverte de l'hygiénisme et de l'ensemble des besoins vitaux en expérimentant chaque jour de manière pratique, théorique, l'ensemble de ces besoins vitaux et de mesurer à la fin de ces 21 jours qu'est-ce qui a changé en nous, quels étaient les points sur lesquels je pêchais le plus pour essayer d'avoir une vision holistique. Bon, voilà, merci messieurs pour cette Super Thomas, super Thomas. Et beau, très bien. Franchement, bravo Thomas. Ouais, merci à vous, merci à vous. Eh bien, merci voilà. Fabien, c'était super. Merci à vous deux, c'est chouette. Et puis voilà, finir avec cette note positive, c'est génial. Super. Bien, merci à tout le monde. Fabien, il n'y a pas de souci. Comment? Si un jour tu veux refaire une vidéo, un partage. Avec plaisir, on a beaucoup de choses à échanger. On pourra faire sur des sujets plus pointus. Plus précis. Voilà, avec grande joie. En attendant de se rencontrer. Ouais, merci Fabien. Merci Thomas. Merci à tous et très bonne soirée à tous. Et j'espère que vous aurez apprécié ce contenu. Et voilà. Et à très prochainement à tous sur les chaînes respectives de chacun. Merci.